Flixation. Faut que tu fasses ton rare. Rar. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue à Flixation, cette émission où est-ce qu'on parle de nouveautés, Netflix, séries télé, cinéma, tout ce qu'il y a dans le monde du 7e art, mais aussi de la télévision. Sauf Danny Pelletier. Sauf Danny Pelletier, effectivement. Oui. Pourquoi tu plugues Annie Pelletier? Je sais pas. J'avais vraiment envie de plugger Annie Pelletier aujourd'hui. C'est fait. OK, Annie Pelletier, on la salue. Buvez un shooter. Buvez un shooter. La vie est un sport dangereux. Oui. Annie Pelletier, absolument. Je suis votre co-animateur Chuck et je suis épaulé aujourd'hui encore une fois de notre charmante co-animatrice Laurie. Allô. Bonjour Laurie. Bonjour, chat. Chuck. Collier, je m'excuse. J'ai vraiment fait. Faut pas que je dise Chuck, Charles, Chuck, fuck, ça fuck mon cerveau. Allô, Paul. OK, Georges. Justine. On va t'appeler Justine. Justine. Ben ouais, appelez-moi Justine. Je vais t'appeler Geoffrey. Geoffrey Justine. Geoffrey Justine. Wow. Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ta vie? Je veux dire, on a encore une fois un autre show très, très rempli pour le mois de juin, pour Fixation. Oui. Plein d'affaires qu'on va jaser à propos du monde de Netflix et autres. Oui, on a beaucoup de « et autres » aujourd'hui. C'est ça, beaucoup de et autres. Beaucoup d'onglets sur ton navigateur web. Hey, je me suis dit qu'un jour dans la vie, je pourrais appeler un de mes enfants par le nom de Idachou. Idachou? Idachou. Oui. Puis là, je me suis dit, quand on va demander l'explication, je vais leur dire, tu sais, ces boîtes de jus, là, quand Oui. je t'écris Idachou, là. Ça, c'est Pérus, ça. Oui. Fait que je me suis dit que mon enfant pourrait s'appeler Idachou. C'est un excellent gag de Pérus qu'on pourrait rajouter. Idachou. Ouais. Idachou. C'est le fun. Ça sonne comme cachou un peu. Oui. Ouais, Ça pourrait être un nom de fleur. Ça pourrait. Ça pourrait être ton nom. Idachou. Hey, salut les Hey, salut les auditeurs qui nous écoutent. Bonjour. J'espère que vous allez bien, peu importe où est-ce que vous êtes. Ça fait longtemps que je suis pas sortie, je dis plein de On niaiseries. dit beaucoup de niaiseries. Là, je veux dire, dans les dernières semaines, on n'a pas réussi à enregistrer au début du mois de juin. D'ailleurs, on s'en excuse. Vraiment, nos horaires ont fait en sorte qu'on pouvait pas. On pouvait vraiment pas. On pouvait même pas enregistrer un peu avant. On était juste pognés pendant les 2 semaines autour de juin, du début juin. Donc, on se prend encore mieux vaut tard que jamais. Ish. Ouais, ish. Beaucoup de ish. Oui, mais Idachou, faut qu'on en parle. Idachou. Pourquoi tu ramènes Idachou? C'est ton nom. OK, c'est mon nom. Idachou. On va parler aujourd'hui on va commencer avec l'actualité. Justement, on va recommencer. Laurie, qu'est-ce que tu as fait dans le dernier mois? À part travailler comme une folle. À part travailler, vraiment pas grand-chose. Fait que vous allez le voir, là, c'est ça. J'ai vraiment pas été correcte. J'ai pas fait mes devoirs. Je suis pas sortie au cinéma vraiment ce mois-ci. Par contre, j'ai regardé beaucoup de web télé. Donc, on va parler plus de ça de mon côté. Oui. Parce que c'est plus court puis ça fonctionne plus dans mon horaire ces temps-ci. Puis sinon... non, j'ai travaillé énormément, puis toujours sur les tournages. Fait que ce qui m'amène, moi, à parler, dans le fond, c'est juste que j'ai remarqué une nouvelle sorte une nouvelle technique de caméra, ou je sais pas trop quoi. En tout cas, si jamais vous le voyez sur les tournages, puis vous savez comment ça s'appelait, appelez-moi, parce que là, j'ai fait un petite annonce aujourd'hui, puis j'ai avant mes comparses, et j'ai pas réussi à trouver comment ça s'appelle la technique. OK, parfait. Mais bref, nouvel style de caméra, c'est comme une caméra épaule, mais plus paresseux, avec une belle visibilité. Ça a l'air que ça fonctionne très bien. Puis c'est cute, là, c'est un petit élastique qui bande la caméra. Puis vous pouvez le voir dans Gone Girl, entre autres, dans les Avengers. C'est ça que je viens de flasher. Dans les Avengers. Avengers 2, là, on le verra. Dans les Avengers 2, ça m'a complètement déstabilisé. En tout cas, tout le long, je suis comme, voyons. Je pogne mal au cœur quand on tourne les coins de porte, puis je pogne mal au cœur quand ils se parlent. Puis ça, on aurait dit que c'est tout le temps comme ça shake, puis c'est pas... Parlant de ça, est-ce que tu as vu les Avengers 2? Justement, oui. Il est sorti en mai, là. Il est sorti pendant le dernier mois, donc... Oui, mais je l'ai vu comme une semaine après, peut-être qu'on a enregistré. Oui, j'ai aimé ça, mais j'ai aimé mieux le premier. Puis à la base, je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup ces histoires-là. Ça, on va dire, je suis pas très Marvel. Fait que là, j'étais tout le temps, mon chum m'a trouvé fatigante tout le long. Puis je me disais, c'est qui, lui? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas finalement, lui, méchant? Je pense qu'il est méchant. Je sais pas. Il est méchant, lui? Je sais pas. C'est correct. Honnêtement, la bataille est vraiment trop longue. Là. À la fin, tu parles? Oui. Là, il y a moi, je 40 me suis minutes perdue là-dedans. Là. Effectivement. Ouais, c'est pas, par chance qu'il restait du popcorn dans mon sac pour me divertir parce que c'était long. Moi, j'ai aimé les Avengers. Je donnais comme 7. Un 7, OK. 6.8, 7, mettons. Je pense pas que c'est l'ultime film de super-héros. Non. Je pense que le premier est encore meilleur. Mais de pas de beaucoup, je pense que les deux sont excellents quand même. Mais ça dépend vraiment de la personne qui le voit. Tu vois,
moi, j'étais avec une amie, elle l'a vu, elle a dit que le deuxième était meilleur que le premier. Définitivement. Fait que, tu vois, c'est correct. Agree to disagree, comme on dit en bon français. Exactement. Ben, j'étais contente d'avoir plus de Scarlett Johansson. Effectivement. Son histoire se développe un peu plus. Ouais. Oui. Exactement. Fait que ça, c'était le fun. Mais sinon, Tony Sparks, je t'avoue qu'il commence à me taper ça. Tony Sparks? Comme... Wow, c'est un nouveau... c'est quoi, c'est rendu... Tony Sparks? Tony Sparks. C'est Tony Stark. C'est quoi j'ai dit? Sparks. Oh! Mais c'est parce qu'il sparkle. Non, il n'y a aucune raison pour que j'ai dit ça. Les Simpsons. Oui. Fait que Tony Sparks. Tony Sparks. Hey, c'est encore mieux que tu dises Tony Sparks, je trouve. OK, bon, ben Tony... On va tout scraper les noms tout le long du show. Fait qu'on va avoir un concept. Ouais. Porg, il était bon, Porg. Oui, Porg. Le folk, il était écœurant là-dedans. Puis, oui! Ouais. Oui. Comment qu'elle s'appelle, là? L'autre, là? Scarlet Witch? Oui, c'est ça, exactement. Non, pas Scarlett Johansson, Scarlet Witch. Oui. C'est parce que j'essaie de faire un Interprété par Elizabeth Olsen. Je connais pas de nom d'araignée cocasse. Fait que j'allais changer de nom, mais ça marche pas. En tout cas. Mais ouais, fait que non... Tout ça pour dire que M. Sparks... Oui, c'est M. Sparks. Tony Sparks. Je pense qu'on commence à faire le tour de son personnage. Tu penses? Je sais pas. Moi, je suis pas un gars. Je le sais que les gars, ils font genre, ouais! Plus de testostérone, puis de jokes de gars, puis des petits pau-pau. C'est des petits pau-pau. Puis des petits gadgets dans la casse. Je comprends pas, c'est des petits pau-pau. C'était écœurant. Je sais. C'est fou. Mais pour moi qui cherche un peu plus que ça autour, il y a plus de autour. Son histoire... Là, ça fait... Puis là, t'es comme... Puis là, dans le casque, ça fait... Comme plein de petits... partout. Dans Star Wars, ça va être la même chose en décembre. Juste te le dire, ça va être... Ça fait longtemps que j'aurais pas vu des Star Wars. Ouais, non, Star Wars, ça va être... Tony Stark, c'est comme partout. Je me demande ils vont faire comme ils ont fait en avril, c'est-à-dire un espèce de marathon avec Cinéplex, là, avec tous les films réunis ensemble. C'est vraiment cool. Le Ultimate Star Wars Movie Marathon avec épisode 1 à 6, puis après ça, tu mets l'épisode 7, dans le fond. Genre. Revoir Anakin Skywalker. Ça, je ferais ça. Je serais contente. Ouais, j'espère. Cinéplex, vous nous écoutez, je le sais. Cinéplex, ben oui, clairement. Dans nos 27 amis Facebook, voilà, exactement. Nous avons Cinéplex. On a Cinéplex, on a Monsieur Cinéplex, parce que le monsieur, il s'appelle Cinéplex, c'est son nom de famille. Oui. Exactement. Ben oui, il y a M. Goudzo, il y a M. Cinéplex. Ben oui, voilà, c'est notre ami. Ben oui. Ben oui. En tout cas, puis en tout cas. Hein? Ben oui. Toi, qu'est-ce que t'as fait récemment? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu plein de films. Wow, comme quoi? Comme plein de films. J'ai vu, j'avais parlé de Montage of X, le documentaire sur Nirvana sur Kurt Cobain. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé, 8 sur 10, je lui avais donné. Je trouvais que c'est un excellent... Il y a beaucoup de films et de documentaires de musique cette année. Je sais que Amy va sortir au mois de juillet ou août, si je me rappelle bien, le documentaire sur Amy Winehouse. Et puis, il y a aussi le film que je vais vous parler un petit peu plus tard, Love and Mercy. Sinon, on a vu Ex Machina. Oui! On a beaucoup aimé Ex Machina. Ah, c'était bon. C'était tellement bon. Je pense que c'est le meilleur film de science-fiction de l'année. Ouais. J'ai vu un gars qui avait vraiment préféré Chappie à Ex Machina. Chappie était pas mauvais, mais j'avais... Ex Machina, c'est comme le meilleur. C'était glorieux. Ça rejoint Her là, en termes de film de science-fiction. C'est fucking bon. Non, tu sors de là, puis tu fais OK, j'ai une couple d'introspection à faire sur moi-même, puis sur où est-ce que l'avenir s'en va, parce qu'on a un problème. Là. Absolument. On se pose beaucoup de questions. On s'en va. Ouais. On s'en va là. On s'en va tout à fait là. J'avais parlé aussi j'ai vu la comédie Welcome to Me avec Kristen Wiig, qui est une comédie sur une femme qui a gagné 86 millions à la loterie et puis elle décide de faire un show télé avec 15 millions et tout ça. Et c'est très, très drôle. C'est très drôle et c'est le fun. La fille est atteinte de maladie borderline. D'ailleurs, j'en parle aussi dans un autre podcast qui s'appelle Robot Sucré, l'épisode 6 ou 7. Donc, si vous voulez avoir la critique complète, je l'ai là-dedans. Tu vas faire des critiques de films sur d'autres podcasts? Ben, j'aime les films, je te dis. Et puis, ben, il y a aussi, j'ai vu I'll See You in My Dream, qui est un petit film charmant. Mm-hmm. Un petit film avec la charmante Blythe Danner, qui a comme 40 ans de carrière dans la cravate. Fliffliner, là? Fliffliner. C'est une femme qui a perdu son mari, puis elle a perdu aussi d'ailleurs son chien au début du film, et puis elle essaie de retrouver ses repères. Elle a comme 70 ans, puis elle vit dans sa grande maison, puis elle se sent un peu seule, puis elle a ses amis, puis elle rencontre un pool boy, un petit gars de la piscine, puis elle commence à avoir une amitié avec ce gars-là. En même temps, elle trouve un charmant monsieur de son goût, et puis ben, c'est une petite histoire d'amour, c'est une petite comédie très légère, c'est un film d'1 heure et demie, à voir absolument. I'll See You in My Dream, à voir avec ses parents. Moi, je le conseille. Tu vas souvent au cinéma avec tes parents?
J'irai le voir avec mes parents au cinéma, ouais. OK. Ouais. Mais tu sais, c'est un excellent film. Puis c'est un film avec plein de sagesse. Puis un petit film qui. Pas de prétention, c'est juste un petit film sympathique puis agréable. Tu l'as vu, tu sors de là, t'es comme joyeux. OK. J'ai vu aussi. Je me suis claqué la saison 2 de Brooklyn Nine-Nine. T'as-tu aimé ça, toi? J'ai moins aimé que la saison 1. OK. Mais je l'ai adoré quand même. Ouais, mais c'est Andy Benberg. Andy Benberg. Mais ce que j'aime du film aussi, c'est que la série, c'est que on dirait qu'il n'y a pas de différence avec la saison 1, en fait. Ah? J'ai pas vu la 2. T'as pas vu la 2? OK. Non, j'ai juste écouté la 1. Il y a aucun... Je pense que la formule était tellement gagnante dans la saison 1 qu'ils ont dit on touche à rien. On laisse ça de même. Puis on fait juste la progression de qu'est-ce qui se passe avec les personnages dans la saison 1. Dans la saison 1, si vous l'avez vu, ben vous savez qu'est-ce qui se passe à la fin. Soit qu'il y a une petite affinité, une petite histoire d'amour qui va se créer. Et dans la saison 2, on continue là-dessus. OK. Et c'est très intéressant. Ça nous laisse... À la fin, je dois dire, la dernière épisode, les derniers 30 secondes te fait rager parce que ça te laisse sur une espèce de... Un gros cliffhanger, là. T'as vraiment hâte à la saison 3. On sait que ça a été renouvelé. Donc, Brooklyn Nine-Nine, la meilleure surprise de l'année dernière, d'après moi. Avec Last Week Tonight avec John Oliver, qui est une autre série de très, très, très bonne. Oui, ça oui. Fait que, je suis pas une fan, moi, de Brooklyn Nine-Nine. Pour terminer l'actualité, Laurie, là, parce que t'as pas beaucoup de parler quand même de trucs que t'as vus, j'aimerais ça que tu me parles un peu de Schitt's Creek. Cette série que t'as vue sur Netflix. J'en ai pas parlé parce que les choses que j'ai vues, t'es as vues aussi. Fait qu'on va en parler ensemble. OK. Oui, Schitt's Creek, l'affaire la plus weird à dire dans ma bouche ces temps-ci. C'est vrai. C'est avec Catherine O'Hara, Eugene Levy, Daniel Levy, puis l'autre fille que je me souviens jamais de son nom. C'est bon. Que Charles va nous trouver ça, puis que ça paraîtra même pas. Oui, absolument. Dire un peu l'histoire, c'est une famille bien mise, là, clairement bien mise. Là, elle a beaucoup d'argent. Ils perdent tout leur argent, sauf, en fait, une petite ville qui s'appelle Schitt's Creek. Ils possèdent cette ville-là et ils sont obligés de se déporter là-bas. Et ils emménagent donc dans une petite ville qui a à peu près 14 habitants. Ils se connaissent tous, ils couchent tous ensemble, puis ils ont tous fait les mêmes enfants. Là. Je veux dire, c'est pas... ça laisse pas présager ça. C'est juste un trou, en fait. C'est un gros et c'est vraiment un trou. C'est... En passant, la demoiselle, elle s'appelle quoi déjà? Excuse-moi, juste te le dire. Elle commence par Anne... Oui, c'est Annie Murphy. Annie Murphy, tu te rappelles, OK. Oui, je m'en souvien. Elle joue Alexis, là. Exact. Est-ce que tu peux me trouver en même temps le nom du maire de la ville? Oui, absolument. Le maire de la ville s'appelle... Chris Elliott. C'est lui? Penses-tu? C'est Chris Elliott. Oui, c'est Chris Elliott. Chris Elliott, on l'a vu partout, en fait, ce gars-là. Tellement partout. Et c'est vraiment atroce parce qu'il jouait avant dans un des Scary Movies. Son rôle dans les Scary Movies me dégoûtait tellement que je sais, c'est vraiment weird, mais il m'a vraiment marqué, il m'a dégoûté. Ézéchiel. Dans Scary Movie 4. Exact. Et il revient dans tous ses rôles réguliers parce qu'il a une carrière phénoménale, là, cet enfant-là. Depuis que je l'ai vu là-dedans, il m'écoeure. Mais il y a une face de dégueu. Il y a vraiment une face de dégueu. Il y a une face de dégueu. Je sais pas dans quel autre film qui joue un consanguin farmer. En fait, j'ai l'impression qu'il fait juste ça, mais c'est sûrement pas le cas. Mais il a joué dans There's Something About Mary. Oui, ben là, c'est un autre consanguin dégueu dans ce coin-là, ce film-là. Colin. Il joue dans Scary Movie 2, mais il joue Hanson. En fait, je pense qu'il joue des rôles différents dans les différents Scary Movies. Mais il y en a un où est-ce qu'il est vraiment dégueu, puis genre, il se liche les doigts, puis en tout cas... Oui, absolument. Mais il joue dans Dumb dans There's Something About Mary, puis... mais c'est peut-être... Ouais, c'est... Fait que c'est... Bref, il joue dedans. Et c'est ça, il se retrouve dans des péripéties pas vraiment abrutissantes. Il n'y a vraiment pas tant grand-chose qui se passe en réalité. C'est vraiment une comédie de situation. C'est du... En fait, ce qui est drôle de cette famille-là, c'est que c'est des gens qui ont vécu dans la richesse totale. La richesse totale. Et puis, ils se ramassent dans ce trou-là et ils sont complètement désemparés parce qu'ils savent pas trop comment... Ils se sont jamais fait cuire un œuf, là, je veux dire. Jamais. Tout a toujours été servi pour eux. Ils se ramassent à commencer à partir de zéro. Ce qui est drôle des deux ados, en fait, là, les deux interprétés par Annie Murphy et Dan Levy, c'est qu'on ne sait pas trop c'est quoi leur âge. Ils n'indiquent jamais
Il y a un manque de détails flagrants dans cette série-là où est-ce que on connaît pas mais j'ai beaucoup leur trouvé situation ça bien, auparavant. moi. Je trouve ça le fun, parce que sinon, ça aurait été du déjà vu. Tu sais, l'histoire, justement, on n'a pas mis l'emphase sur le fait qu'ils savent pas se faire cuire un œuf. On n'a pas mis l'emphase sur le fait qu'ils n'ont jamais rien fait eux autres mêmes puis qu'ils sont pas capables. On voit qu'ils sont pas capables, ils sont empotés, ils marchent avec des talons de 9 pieds dans les airs. On comprend le principe qu'ils sont pas capables de rien faire, mais on met pas d'emphase sur ce côté-là de leur vie. Parce que, tu sais, par exemple... C'est vraiment plus des mini-situations, des petits moments de la vie où est-ce que, tu sais, je prends Dan Levy, là, où est-ce que son personnage, il y a eu une plus grande relation intime avec sa crème faciale qu'avec les gens autour de lui, là, je veux dire. Ça, c'est le premier grand projet, d'ailleurs, de Dan Levy, qui est le fils de Eugene Levy. Les deux avaient créé cette série-là. Justement, le personnage de Eugene Levy, qui joue le père, en fait, de cette famille-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne sait pas pour quelle compagnie il travaillait ou qu'est-ce qu'il faisait comme boss. Il était boss d'une compagnie, on le sait. Ils le disent en série, mais il dit pas de quoi. Il explique pas vraiment qu'est-ce qu'il faisait. On sait juste qu'il était propriétaire. Autant que le personnage principal, avec ses milliards de perruques, elle change. La direction artistique était vraiment excellente là-dessus. Tout le monde est habillé en noir et blanc, les 4 personnages principaux, du début à la fin de la série. Ils sont en noir et blanc, de toutes les manières possibles, mais c'est des vêtements exubérants, noir et blanc. Ce qui est vraiment intéressant aussi. Oui, mais les perruques à la femme, elle change de perruque tous les jours, selon son humeur, 3 fois par jour. De Catherine O'Hara. Catherine O'Hara, faut quand même noter sa performance. Elle joue une femme extrêmement excentrique, mais bornée. Puis bornée, mais en même temps tellement pincée, tellement superficielle. C'est un personnage. Elle est blasée, puis elle déteste où est-ce qu'elle est. Comme viscéralement. Oui. Elle peut pas socialiser avec les autres femmes ou avec... elle se fait une amie, en fait, dans cette série-là. Et puis, elle est toujours réticente, elle est toujours pognée. Elle veut pas rien savoir de personne. Hein, juste, Non. Seulement. Non. L'histoire la plus intéressante, c'est celle entre Dan Levy, l'homme, et puis le jeune homme, en fait, qui joue justement ce fils à la sexualité ambiguë et qui a une relation avec la demoiselle au comptoir de l'hôtel dans lequel il réside. Et puis, c'est une histoire qui dure pas mal tout ce temps-là. L'histoire la moins intéressante, c'est celle d'Alexis. C'est celle de la fille, justement. Avec son petit farmer, ce time là. Et puis, c'est une série... J'ai pas accroché sur cette histoire-là. Je m'en sacre de l'encadrant de elle qui a... cette espèce de relation-là, essaie de créer quelque chose avec cette espèce de farmer-là, et puis j'en ai rien à foutre, pour vrai. Mais j'aime beaucoup les répliques de Eugene Levy là-dedans, le père là-dedans. Je trouve que c'est le plus drôle. Personnellement, je sais pas pour toi. Là. Moi, ça reste Catherine O'Hara. Là, je trouve sa folie complètement... je la trouve adorable. Je l'aurais comme amie, moi, dans la vie. Là. Je la trouve tellement trop, tellement comme dans son monde, tellement une artiste en soi que c'est... Ouais. Moi, j'adore ça. Puis elle regarde tout le monde de haut, en plus. Là, c'est mon Dieu. Mais par un regard, là, je veux dire, Catherine O'Hara, oh mon Dieu, sa prestation qu'elle fait dans cette série-là, c'est génial. C'est une série qui a été produite par CBC, faut le noter. Oui. Une série canadienne. Donc, Eugene Levy, qui est canadien, pour ceux qui ne le savaient pas, il a beau être partout aux États-Unis et dans beaucoup de comédies américaines. Ça reste, c'est un acteur, c'est un comédien canadien. Donc, il y a ça qui est intéressant. Ils ont épilé ses sourcils, je tiens à le dire. Je sais pas si tu as remarqué. Il y a tellement des gros sourcils, ce gars-là. Oui, mais dans cette série-là, il a vraiment fait un mandat. Il y a encore des gros sourcils, on ne se l'aura pas, là, mais ils ont quand même réduit. Et il est vraiment mis en emphase son sex appeal. Il est charmeur comme papa là-dedans. Ouais. Il est pas, tu sais, on va le dire, mais il est pas le Eugene Levy qu'on connaît. Okay. Il a plus de prestance, il a une petite autorité, il a les épaules. Il se tient plus droit, je trouve, là-dedans. OK. Mais il reste encore avec des... Genre, son fils a des... Mais sont moins pires. Mais son fils a des gros sourcils, lui, avec. Là. Je veux dire, c'est une famille de gros sourcils. Je trouve très cute, son fils, dans cette série-là. On sait pas c'est quoi leur âge, mais je sais que le fils a dit qu'il était dans la trentaine. Oui. On veut tous vieillir comme lui. Probablement. Sa sœur, elle est... Donc, sa sœur est dans fin vingtaine. Avec son... Ouais. Je t'avoue que ça m'a pas dérangé. J'avais même pas remarqué. J'aurais mis ça mieux les établir. J'aurais mis ça mieux savoir où est-ce qu'ils s'en vont avec leur statut, mais on sait pas pourquoi. On sait pas c'est qui les a floués, parce que c'est une famille qui s'est fait flouer par un investisseur ou un collègue qui était avec. Je pense que c'était un ami de la famille. Un ami de la famille. Puis on sait pas c'est qui lui. On sait juste que lui, il l'a fait. Il s'est fait. Il est parti avec le cash, puis il a laissé sa famille-là justement au dépourvu. Puis il y a un manque de cruel de détails. Toi, t'as aimé ça? Moi, c'est ça. Moi, j'ai adoré qu'on n'ait pas la nécessité de voir la famille.
En dehors de la famille, en fait. L'histoire se passe sur la famille. On veut voir la famille. Puis ce qui s'est passé avant, on le sait pas. C'est comme si on apparaissait dans leur vie en même temps que la marde leur tombe sur la tête. Puis je pense que j'aimais ça. T'as raison à propos des sourcils, c'est vrai qu'ils sont épilés. T'as fait raison. C'est une petite déformation professionnelle, là. Mais je l'ai remarqué. Je me dis que dans la saison 2, parce qu'il y a une saison 2 qui est renouvelée, ils vont sûrement exploiter justement ces détails-là. Peut-être que dans la saison 1, ils voulaient laisser ça très, très... très évasif au niveau des détails, puis que justement, ils vont travailler ça va être sur soit l'un, soit l'autre. Soit il avait pris la décision de pas nous montrer le passé, parce qu'on l'a vu vite dans l'émission, mais c'est assez pour suivre l'histoire. T'as pas besoin de faire « Oh non, je suis perdu, puis je sais pas ce qui se passe. » là. Ça, d'ailleurs, je dois t'avouer que j'ai beaucoup aimé ça. La transition, en fait, de la maison richissime à la petite ville, ça a duré 1 minute. Ouais. Puis on est rentré directement dans la chambre d'hôtel avec la famille qui se retrouve là et qui se demande qu'est-ce qui se passe. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que ça explique le fait qu'on n'a pas de passé. Ils veulent qu'on commence à suivre la famille à leur moment de merde. Les nouveaux habitants ne savent pas plus ce qui s'est passé avec eux autres. Je pense qu'on ne reverra pas. Ouais. Sinon, il aurait pris le temps de nous montrer ou du moins de nous faire un flashback quelque part dans la saison 1. Là. On n'a pas eu. Absolument. OK. Ben, ça fait du sens. Ben, je crois. Tu lui donnes combien sur 10? Un 7.3. Parfait. Ouais, 7.3. Un 7.3, mais il est vraiment tombé à un bon moment. J'ai vraiment apprécié. Puis j'ai vraiment un faible, justement, pour l'humour noir. Le cynisme derrière la famille. Oui, vraiment. Qui veut juste s'en aller de là, qui veut juste sortir de là. Moi, je vais lui donner 6.9. C'est-à-dire quasiment 7, mais je donne pas, mettons, un 3 étoiles et demi sur 5. Mais je donne pas un 3 étoiles non plus. Je vais lui donner un 6.9 sur 10 en disant c'est une bonne série pour faire d'autres affaires pendant ce temps-là. C'est-à-dire que tu as des projets ou tu as des papiers ou quoi que ce soit. Moi, j'avais fait un binge-watch de cette série-là en faisant d'autres choses. Toi, j'ai l'impression que tu t'es concentré un peu plus sur la série pendant que tu l'écoutais. Ben, un petit peu, mais on l'écoutait avec mon copain. Il aimait ça, justement. On fait nos affaires dans la maison. J'en partais un, il en partait un. Okay. On se benchait, on regardait par-dessus l'épaule, sont rendus où, parfait. OK. Puis il y a eu des épisodes que j'ai écoutés complets. Puis d'autres. C'est une série très simple aussi. Faut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de niveau de complexité derrière cette série-là. C'est très, très bon enfant, très facile à écouter. C'est du cynique pur. Ouais. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Il n'y aura pas. C'est pas une série en il n'y a pas de grand déploiement. Là. Il n'y en aura pas. Là. Parce que ça se passe vraiment... La finale n'est même pas un grand déploiement. Ça aurait pu terminer comme ça. Ça aurait pu terminer comme ça puis faire comme, bah, OK. Mais bon, je pense que c'est un petit bonbon. C'est un petit plaisir. C'est comme rajouter quand tu te fais un sundae, tu as déjà mis ton caramel, puis là, tu fais, moi, y aller avec le chocolat. Ben ouais. Ça fait juste, une petite série sur le côté comme ça, par-dessus, tout ça. Bah, OK. Mettons, en 2 séries vraiment complexes de Luther, puis mettons, je sais pas, Breaking Bad, puis une histoire vraiment intense, ben là, tu mets un petit shit penser un peu à Happy Ending, puis toutes ces petites séries. Happy Ending, ouais, avec Elisa Cuthbert. It's awesome. It's awesome. J'ai pas écouté, je sais pas. Il paraît que c'est bon. C'est très bon. Moi, j'adorais ça. Fait qu'écoutez ça. C'est sur Netflix. Et puis, vous pouvez binge-watch. Il y a 13 épisodes. Là, fait que, ça se fait super bien. C'est 21 minutes. Demi-journée, vous l'avez passé au complet. Puis, ça se passe très, très bien. Donc, voilà, Schitt's Creek pour tous ceux qui veulent une petite série facile à écouter. Oui. Bon, ben, Laurie, critique. Oui, ben comme je vous ai dit tantôt, j'ai vraiment pas écouté beaucoup de choses ces temps-ci. Mais grâce à ma sœur, chez qui j'étais, qui a la 900, parce qu'on se rappelle que je n'ai pas la télévision dans la vie, a la 900, a la Vidéotron, et ce que je veux dire, évidemment, appartient à LibTélé, qui est une compagnie de production, n'est pas un diffuseur. Il faut que ça prenne Vidéotron, évidemment, pour le regarder. Oui. Un account Vidéotron ou si vous vous inscrivez là, sur lib.télé, vous pouvez vous connecter. Vous avez le droit d'écouter, je pense, 2 ou 3 épisodes gratuits. Ouais. Ou à l'infolettre, là, ils vont vous dire genre, hey, ce mois-ci, on l'a tout débloqué, puis tu peux écouter. Bref, en tout cas, la prochaine partie va être pour les abonnés Vidéotron. Les abonnés Vidéotron. Oui, exactement. C'est vraiment ça que j'ai vu. Désolé pour ceux qui ont Bell, les autres services de télé, d'Internet, quoi que ce soit. Moi, je peux même pas écouter ces séries-là. Il va falloir qu'ils viennent chez nous. Ben oui, il va falloir venir chez Laurie. Les Européens. Ou aller comme moi, aller chez vos parents qui ont le 900, parce qu'ils ont tous le 900. Parce qu'ils ont encore tous un décodeur illico. Exact. Parce que c'est ça. Moi, j'étais allée chez eux, puis je suis passée par là. Puis ma sœur, elle écoutait une petite série qui s'appelle, j'arrête pas de dire une niaiserie, Les Balconneries, qui est une série avec Jean-Nicolas Véro et Adib Al-Gaïdé. C'est toujours LibTélé qui appartient à Jessie Film. C'est qu'on s'est Adib Al-Gaïdé, il a fait genre 8 séries. Il a fait, avec 4, des là, mais... Non, mais il a fait avec des guns. Il a fait... $7 par jour. 7 $ par jour. Il a fait une autre série. Là, il a fait une apparition dans Chou Shop. Chou Shop. Sur tout.télé. Il a fait Chou Shop, t'as raison. Oui, il a fait un personnage d'apparition de 2 épisodes, je pense. Série. Il est partout, ce gars-là. Il est partout de ce temps-ci. Comme Michael Young, en fait. Michael Young qui fait aussi d'autres séries.
Adib, il s'est bien installé en web. Il web. fait beaucoup de web, c'est ça. Il aime ça. Oui, puis c'est correct. C'est sincèrement une belle... c'est une belle... Je veux dire, c'est pas une plateforme. Bon, je cherchais. C'est une très, très belle plateforme de TV, ouais. Oui, exactement. Pour ceux qui ont Vidéotron. Oui, c'est très plate pour ça. Mais LibTélé, 7 $ par jour est rendu sur tout.tv. Parce que Jessie Film, en fait, qui est la compagnie de production, LibTélé, le diffuseur, Jessie Film essaie de faire promouvoir beaucoup plus leurs séries, mais évidemment, là, sont pris entre le Québec. Avec des contrats de Québécois Média. Voilà. Enfin, fait que je vais quand même en parler. Vous pouvez toujours aller voir sur YouTube. Les perrons, c'est les balconneries. Les perrons, les balconneries. C'est quoi ça? C'est en fait 2 voisins, Adib Al-Qaïdé, qui lui joue un hipster pur laine. Là, je veux dire, il boit son petit thé avec son chicha ou son petit verre de vin. Là, je vais le dire, là, puis je leur dirai pas 40 fois. Excusez-moi, j'espère que vous n'aviez pas d'accessoiristes sur ce tournage-là. Si oui, j'ai eu de la misère. Le vin, c'est du jus de canneberge. Ils n'ont pas changé la couleur. Ils n'ont pas cherché à le diluer. Ça me dérange. Tout le long que je l'écoutais, je me disais, Calisse, c'est mes amis. Je peux tellement rien dire. Puis là, je suis là. Juste pour remettre en contexte, tu fais des séries web, toi. Oui, j'ai fait des séries web. C'est pour ça que ça t'horripile. Je sais, c'est quoi le truc. Je le sais. Mélange-le avec du jus de raisin. Ah, du jus de raisin et du jus de canneberge, ça fait du vin. Oui. Juste le jus de canneberge, vous regarderez dans la série, il est rose, son esti de vin. C'est pas un rosé, c'est pas un rouge, c'est un je le sais pas. Food for thought. S'il vous plaît, les auditeurs. Maintenant, vous venez de savoir comment on fait du vin à la télévision et sur le web. Voilà, fallait que ça sorte. Fallait que je le dise. Ah, ça, puis il y a un épisode où est-ce qu'il y a une banane, puis il n'y a vraiment pas raccord tout le long de l'épisode, cette petite banane. Bon, voilà, fallait que ça sorte. OK. Mais, quand même. Sinon, est-ce que c'est bon? Sérieusement, c'est extrêmement bon. C'est Sébastien Ravary qui est l'auteur de ça. Et je vous dis, j'ai cherché dans tous mes réseaux sociaux ce matin. Je voulais trouver c'est qui l'auteur. Je sais, il n'est pas mentionné au générique. OK. Je capotais, je cherchais partout sur Internet. C'est peut-être voulu aussi. Hein. Ben là, je sais pas, mais là, finalement, j'ai appelé la productrice qui m'a dit ça, Sébastien. Elle dit, il va être super content. Elle dit que tu parles de lui en ondes. Fait que là, je vais l'appeler tantôt puis je vais lui envoyer le lien. Parfait. Sincèrement, c'est extrêmement intelligent, c'est bien fait, c'est bien dit. Ben écoute, j'ai rien à dire. Je lève mon chapeau à Sébastien. C'est excellent. Donc, les balconneries. En passant, juste pour les auditeurs, les échanges, on parle de... Oui, ben c'est ça. Tu as dit Al-Qaïdé qui est un hipster. Jean-Nicolas Véraud qui est un... Je ne vais pas dire un BS, là. Mais non, mais il n'est pas habillé, bientôt pour... Il arbore le bronzage habitant. Le bronzage habitant, les amis. Le bronzage habitant. Félicitations d'ailleurs à Jennifer Dion, qui est la maquilleuse qui l'a fait. Elle a une belle démarcation manée, là. C'était très, 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 très beau. Donc oui, ils sont dehors, ils discutent de tout et de rien. C'est vraiment des petites discussions. Tu sais, au Québec, la discussion de balcon, c'est pas mal ce que la siesta est au Mexique, là. Ça vient de pair, là. Oui. C'est des petites réflexions de la vie, c'est des petites mentions, des petits clins d'œil, des petits questionnements qu'on n'a pas vus. Tu sais, pourquoi, qui, l'œuf, la poule, le cheval. Mais là, ça va plus loin. Puis... Ouais. C'est satirique aussi, il y a de l'ironie, c'est vraiment bien fait, c'est intelligent. C'est une petite émission qui, j'étais surprise, ma sœur qui est le canal 900 là, dans la vie, on va s'entendre. Oui, le canal universel. Pour les Européens qui nous écoutent, for some kind of reason, c'est dans le fond un espèce de poste universel qui nous permet d'écouter énormément de canaux qui sont tous reliés en fait à l'univers de Québécois Média, qui est une grande plateforme médiatique au Québec. Donc, à partir de ce poste-là, on peut écouter tout ce qui est sur Internet et télé et produits qui viennent de cette compagnie-là. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Ma sœur qui est vraiment de cette génération-là. Oui. Là, bon, elle écoute ce qui se passe à Vrac et ces choses-là. Oui. Trippé, c'est elle qui m'a fait découvrir les balconneries. Okay. J'étais vraiment surprise. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de web-séries. Je suis quelqu'un qui vit dans l'univers de la série. J'aime ce qui est underground. J'étais vraiment surprise que ma sœur écoute ça. Fait que là, je suis là, félicitations, sincèrement. Sébastien Ravary, t'as vraiment été chercher 2 publics complètement différents dans la même émission. Puis ça méritait d'être dit, je crois. Je pense que ce que t'aimes beaucoup de cette série-là, c'est le format qui est très court. Le format oui, pour moi, en ce moment, c'est pratique. J'avais besoin de... Parce que je pourrais aller sur une série en ce moment. C'est des émissions qui durent combien de temps? Je veux pas te mentir, j'ai pas regardé. Entre 1 et 4 minutes. C'est ça, entre 1 et 4 minutes, c'est le format web télé, je pense que c'est obligatoire en bas de 8 minutes l'émission, je crois, là, de toute façon. Sinon, on s'emmerde. Sinon, on peut s'emmerder très facilement si le contenu n'est pas intéressant. Je cherchais pas de l'action, il y en a pas. C'est 2 personnes sur un perron, ils jasent sur le perron. Fait que la seule affaire que t'as à voir, c'est d'écouter les textes. Là. C'est que ça. Fait que c'est pour ça que je parle, évidemment, de l'auteur. Mais sinon, le caméraman puis tout, c'est très bien, mais ça reste
Les textes sont bons. Parfait. Et bref, j'ai écouté ça et je surentraîne mes fesses avec Jean-Thomas Jobin. Oui, deuxième série, en fait, c'est toujours sur les TV pour Toujours sur les télé parce que c'était la seule affaire que j'ai pu écouter ces temps-ci. Mais j'ai vraiment été voir, autant que j'y travaille, que j'avais pas vu ce qu'il faisait. À part Pitch, que j'adore comme série, j'avais pas vu. Et je suis rentrée de mes fesses, là, je passerai pas 40 minutes là-dessus. Là. C'est un mélange entre un 9.5 puis Enfant forme. 9.5! C'est tellement bon, 9.5. C'est comme... OK, fait que c'est purement absurde. C'est purement absurde. C'est 3 minutes par semaine. Il y a un invité qui se fait insulter en faisant pas d'exercice ou peu de l'exercice. That's it, là. Tout le monde est en cuissard, tout le monde est en phosphorescent. Puis ils se font insulter. C'est dans l'univers, en fait, du monde de l'entraînement. Puis c'est du monde qui essaie de s'entraîner. C'est avec Jean-Thomas Jobin? Oui. Donc, c'est dans l'univers de Jean-Thomas Jobin. L'anti-humour, quelque chose de très absurde, bon enfant, le fun, drôle, mais surtout, c'est pas sérieux, rien de sérieux dans ce que tu dis. Non, il n'y a absolument rien de sérieux. Là. Je veux dire, le premier épisode, c'est avec Sarah-Jeanne Labrosse. Elle s'assoit, puis elle se met à dire comme « Mais c'est n'importe quoi, votre émission », puis ils se mettent à l'insulter tellement fort qu'elle crisse son camp, puis ça finit là. C'est excellent. Il n'y a absolument rien. C'est vraiment 9.5 pour le côté insulte. Tout le monde finit par se faire insulter comme, d'une manière ou d'une autre, puis le côté enfant forme, parce que tout le monde fait des exercices. Là. Ouais. C'est de 3 minutes. Je pense pas qu'on les a déjà vus embarquer sur un vélo stationnaire. Là. OK. C'est purement juste des niaiseries. Oui, c'est purement juste des niaiseries. Comme, c'est une belle petite niaiserie que tu te mets... Voilà, en fond. En fond. Voilà. Oui, c'est ça. Fait que j'ai bien aimé. Fait que c'était mes 2 petites découvertes de Vidéotron. Bon, alors Mais ceux de qui Lib ont... Télé. Oui, de Lib Télé. Oui, ceux qui peuvent accéder aux Sinon, produits Lib Télé. appelez-moi, là, puis c'est ça, 2 fois par année, là, ils donnent un espèce de petit code, là, puis on... Ouais. J'ai juste 27 amis Facebook, fait que... C'est ça, là. sur Fixation. C'est pas populaire. Sur Fixation, sur là. Fixation. Pas mon Facebook personnel, ni professionnel, mais... Fait qu'on vous donnera le petit code, là, puis vous irez voir ça. Bon, on va aller voir ça, ces 2 séries-là, plus plein d'autres séries. Là. Entre nous deux, j'adore avec les Denis Drolet, je la trouve très drôle. Ah oui. Ouais, ça, c'est très, très drôle. Absolument. Ben, merci pour tes critiques. De rien. OK, moi, je vais te faire une critique d'un autre film que j'ai vu, un film que j'ai vu, en fait, hier. C'est le fun que je puisse faire la critique, là. Ça s'appelle Love and Mercy. Love and Mercy, qui est dans le fond le nom d'une chanson, une chanson récente, en fait, plus récente, du chanteur principal. Et je sais pas s'il est fondateur, là, j'ai pas su. Toi, t'es fondateur. Toi, ta face est fondateur. De Brian Wilson. C'est qui Brian Wilson, Laurie? C'est pas le chanteur des Beach Boys? Oui! Ouais! C'était Bravo! pas du tout arrangé avec le gars des... Non, tu le savais. Ouais, tu le savais. Tu le savais tout. Ouais, je le sais. Oui, effectivement, c'est le chanteur principal et aussi le créateur des chansons des Beach Boys. Donc, Love and Mercy se passe à 2 périodes différentes pendant le film, dans le fond, dans les années 60 et dans les années 80. Donc, 2 périodes différentes, interprétées par 2 acteurs différents. À commencer par Paul Dano. Paul Dano, que j'adore dans tout ce qu'il fait, c'est excellent. Il a fait récemment... il a commencé, on l'a connu dans le film The Girl Next Door. Il jouait un des amis dork de l'acteur principal. Oui. Il a les cheveux longs avec des grosses lunettes. Oui. Après ça, il a fait There Will Be Blood, qui est un des meilleurs films juste jamais sortis. Puis récemment, il a fait, comment ça s'appelle? Ruby Sparks. Si vous avez vu cette petite comédie très... La sœur de Tony Sparks. Ouais, exactement. T'as raison, voilà. Donc, Iron Man et un petit film indépendant de comédie a tout à fait rapport. Les liens se font ensemble. On fait des liens forcés, comme ça. Bref. Si vous aviez vu les mains à Charles, ce qu'il faisait, là, c'était... C'était beau, ça. Ça venait avec la phrase « Je t'invite pas à ma fête, puis moi, j'ai une piscine. » J'ai 4 ans. Bref. Bref, si vous voulez savoir c'est quoi les Beach Boys, vous voulez savoir c'est qui ce groupe mythique qui fait des belles chansons d'été. Ouais. Quand tu chantes si bien. Love and Mercy, c'est le film pour vous. Donc, c'est ça, comme je vous ai dit, c'est interprété par Paul Dano quand il était dans sa vingtaine et qui écrivait, qui composait ses chansons. Et plus tard, dans les années 80, interprété par John Cusack qui joue, son personnage, mais plus vieux. Lui qui jouait dans Must Love Dogs. Must Love Dogs. Pourquoi tu me sors ce film?
Sauce Must Love Je Dogs. sais, depuis tantôt, je suis là. C'est quoi le plus awkward des films qu'il a fait? Je vais essayer d'en trouver un correct. il a fait un agent dans un film, je pense que c'est comme Spy Inc., quelque chose comme ça. Puis, mais bon, High Fidelity, si vous voulez une référence un peu plus connue. Ou sinon, 2012. Il joue là. Ah, ben oui. Il joue dans 2012. C'est vrai. Ben, c'est comme. Oui, c'est. Il a choisi des rôles, des fois, c'était un petit peu bizarre. I know. Ça pour dire que. Est-ce que t'as aimé? J'ai adoré. Ça raconte l'histoire de cet homme-là qui a des voix dans sa tête au début dans les années 20, au début dans sa vingtaine de tranches d'âge. Là. Puis il travaille sur ses chansons, puis il commence justement à avoir ces voix-là qui entrent dans sa tête. Et on voit dans le fond le parcours des Beach Boys, comment ils ont créé tous ces succès-là. Et en même temps, tu vois, un peu plus tard, dans les années 80, qu'est-ce qui se passe en résultat à ces voix-là, parce que il se fait médicamenter, il se fait coacher par un docteur qui est on dit en anglais, c'est un coach de vie. Un coach de vie. Un coach de vie qui a dans le fond ses droits de garde, son garde. Comment on dit ça en français, là? C'est son garde. Il a tous les droits sur lui, là. Voyons. Son gardien. C'est pas son ange gardien, c'est son gardien. Son tuteur. Son tuteur, son gardien. Et dans le fond, c'est lui qui contrôle tout ce qu'il mange, tout ce qui doit avoir comme pilule tout le temps, partout, qui est interprété par Paul Giamatti. Puis Paul Giamatti est génial partout. En méchant, en bon, partout, il est excellent. Et puis il joue là-dedans, il est aussi excellent. Donc, on suit ces deux époques-là, mais on suit aussi, on comprend pourquoi dans les années, quand il était dans sa vingtaine de tranches d'âge, pourquoi après ça, dans les années 80, il est si parti dans sa tête, puis il est plus trop là, puis il essaie de séduire une femme interprétée par Elizabeth Banks. Et cette chimie-là se crée et ça donne une très très belle histoire, mais elle est confrontée à son état mental qui est en train de le détruire à l'intérieur de lui, parce qu'il peut plus. Là, il voit du monde, puis dans des conversations qu'il y a. Est-ce que c'est un drame lourd? C'est pas du tout lourd. Okay. Il y a des moments plus tough, effectivement, où est-ce qu'il va y avoir des crises directement, mais sinon, c'est pas lourd. Okay. C'est le fun, ça raconte l'histoire des Beach Boys. Ça raconte l'histoire de comment ce groupe-là... Oui, ça reste très coloré, en tout cas, et ça reste extrêmement coloré. Ouais. Okay. C'est un excellent film. Si vous voulez voir un film sur la musique, sur l'histoire d'un groupe, c'est un film à voir. Et surtout l'histoire d'un homme qui essaie de survivre, parce que c'est un génie musical. Il a créé tellement de hits, mais en même temps, il est confronté avec ses problèmes mentaux. C'est un film à voir. Ce que j'aime, une belle touche, c'est la réalisation, la manière comment ça a été fait. Il y a un espèce de filtre qui se place dans les années pendant qu'ils sont dans la période des années 60, puis beaucoup de caméras épaules, donc c'est filmé comme si c'était un documentaire un peu, puis c'est filmé comme si c'était dans le temps, on avait pris une petite caméra en fait, tu parlais tantôt du grain, là, et le grain de la pellicule qui est rajouté dessus pour donner ça. D'ailleurs, la plus belle intro des films de cette année, de toutes les intros, de tous les films que j'ai vus, avec le générique au début du film, c'est à voir. Je pense juste à cause de cette intro-là, allez voir le film. Okay. Juste à cause de cette intro-là qui est magnifiquement bien faite, magnifiquement bien filmée, parce qu'on montre les noms des acteurs, mais pendant ce temps-là, on voit le parcours des Beach Boys. Et on voit le parcours du personnage de Paul Dano à travers l'intro, et c'est à voir absolument. Donc, Love and Mercy, un film musical à voir, intéressant. Moi, je lui donne un 8 sur 10. Un 8? C'est un 4 étoiles, oui, absolument. C'est un très, très, très bon film sur la musique. Oui, puis pour ceux qui ont écouté comme les 44, le dernier épisode, vous savez que Charles donne pas souvent des notes en haut de 8. Non, je donne pas beaucoup de... Non, 8, c'est que c'est un très, très bon film. Oh, ouais. Ouais, c'est un très bon film cette année qui est sorti. Wow, quand même. Donc, Love and Mercy, à voir l'histoire des Beach Boys. Yeah! C'est le tant attendu. Le tant attendu. Wow! C'était laid, ça. OK. OK, on fait-tu... on fait-tu Flake Chart ou on fait le top en premier? C'est toi qui choisis. On fait le top. Le qui? Tasteofcinema.com. Faut aller voir le lien. C'est une phase de livre. On l'a mis. Sur phase de livre. On l'a trouvé. Sur phase de livre. Donc, ma chère Laurie, oui. on va faire un top pour les auditeurs qui commencent le show et qui n'ont jamais fait ça avant. On aime un petit site qui s'appelle Taste of Cinema qui fait des top 10, des top 20, des top 25, des top n'importe quoi que tu veux. Et puis, c'est intéressant. On peut en parler exactement sur le cinéma.
Donc, j'ai 3 top 10 à te proposer. Tu choisis parmi ces 3 top 10-là. D'accord. C'est 3 top 10 sur les acteurs. OK. Donc, tu dois choisir l'acteur ou l'actrice. Tu as Jim Carrey, Scarlett Johansson ou Tom Cruise. Tiens, je file Scarlett aujourd'hui. Scarlett, Mais tu je fais pense pas Scarlett. avoir tout vu sa carrière, là, mais Non. je la connais depuis peu. Le top 10, Slash eux. le top 10 des meilleurs films de Scarlett Johansson que tu as besoin de voir. OK. C'était pas mal ça, les 2 autres. Oui, oui. Mais c'était sur je me Scarlett. doutais que c'était pas genre, nomme-moi où est-ce qu'ils sont les grains de beauté sur la fesse, c'est Jim Carrey. Mais la gauche seulement. Est-ce que tu peux deviner, d'après toi, c'est quoi le numéro 1? De Scarlett? Oui. J'essaie vraiment de faire comme. T'as une minute, je connais pas sa carrière, là. Attends, justement, je la connais, mais je réalise pas. Ouais. On peut pas y aller qu'en vocal, c'est pas peut-être eux. Fait que ça pourrait être. Non, je vais chercher trop longtemps, il va falloir que j'y pense, puis là, ça va prendre du temps. T'as aucun film en tête où est-ce qu'elle a joué, tu te dis, elle pourrait peut-être être numéro 1 là-dessus. Oui, mais il faudrait que je me y penser, puis là, tu le sais, je peux voir avec les titres. Puis là, OK. En tout cas, Numéro 10. Don John. Ah! Avec Joseph Gordon-Levitt. Excellente comédie sur un gars qui est accro à la porn. Ben Et oui. puis, il y a Scarlett Johansson qui joue là-dedans, qui joue comme la fille parfaite dans ses rêves. Tu l'as pas vu, hein? Non, Non, je sais c'est quoi, un mais excellent non. film à voir, Don John. Excellent film. Numéro 9, Lucy. Ah, ben c'est ça le titre de film que je cherchais. Numéro 9. Je suis vraiment nulle. Un film avec de ça. 2014. Moi aussi, je le mettrais Sous numéro 9. pression, j'oublie tout. Sous pression. Regarde, c'est pas grave. Je vais sortir d'autres types de films. Numéro 8, C'est très bon, là aussi. The Man Who Wasn't There. Le film avec Billy Bob Thornton, film en noir et blanc. Je l'ai pas vu. Non, moi non plus. Un excellent film, apparemment. Numéro 7, The Girl with the Pearl Earring. Ah oui, ça, C'est quoi c'était ce film-là? bon. C'est- La jeune fille à la perle. Ouais, parce que c'est- personne n'était capable de faire la traduction, eux autres mêmes. Fait que j'ai fait pour eux. Ouais. Jeune fille à la perle, c'est l'histoire du... excusez, Colin, je vais le dire. La muse du peintre, je vais dire Rembrandt. Non, c'est Renoir. Ah, OK. Donc, c'est l'histoire de la muse. De Renoir. De Renoir. La jeune fille à la perle, qui est la fameuse toile, la peinture, en fait, où est-ce que la femme est de côté, puis elle a juste une petite bout de rein en perle, puis elle a une petite silhouette. Tu fais une très, super très belle fine. mimique là, pour les gens qui ne savent pas. C'est vraiment atroce que je la décrive, Pas grave. personne ne va le voir, mais bref, fait que c'est l'histoire de ça. Je crois que ça fait tellement longtemps que j'ai vu ça, mais je crois qu'il y avait une histoire d'amour entre elle et... J'imagine. C'est toujours comme ça. Puis là, check ben ça, on va avoir une espèce de... Non, c'était pas Renoir, c'était Rembrandt. Mais en Ouais, tout cas... c'est sûr. Voilà. Numéro 6, Ghost World. As-tu vu Ghost World? C'est l'histoire des 2 adolescentes qui ont une espèce de petite vie d'adolescente dans une... Je pense que c'est dans une banlieue. Non, j'ai pas vu. Non, j'ai Numéro pas vu. 5, Oui. Vicky Cristina et Barcelona. Ah, oui, je l'ai mis en plus dans ma liste Netflix cette semaine, parce que vu que je m'en vais à Barcelone cet été, je me suis dit, Ben oui. je vais me la retaper. Ben oui. C'est un bon fait film. longtemps, J'ai ça. beaucoup aimé ça. Un de Ouais. mes préférés de Woody Allen. Moi, je suis pas une fan, faut Blue faut Jasmine. m'intégrer. Blue Oui, Jasmine, oui, c'était oui. vraiment bon. Ouais. Mais Puis faut Midnight in m'intégrer quand Paris, même. c'était bon aussi. Je l'ai pas vu, il est dans ma liste encore. Ok, je check ça, un top 10 des meilleurs films de Woody Allen. Ce serait intéressant. C'est de qu'on voir se qu'est-ce tape qu'il ça. dit. Ouais. Hey, en passant, je voulais vous dire, pour ce top 10-là, c'est évidemment fait par un fan ou une fan. Donc, c'est juste une opinion venant d'une fan. Là. C'est pas un top 10 officiel. Là. Fait que si vous Non, pensez je pense qu'il y a pas un que- film qui devrait être par-dessus un autre, ben c'est votre opinion. Mais celle que je donne ici, c'est juste un petit film. C'est un petit top pour se rappeler des bons films de certains ou certaines actrices. Simon, on manque vraiment de voyelles aujourd'hui. là. Je pense que ouais. Et Je pense que là, là, c'est là. l'humidité qui fait ça. Oui, ben oui, On clairement. est comme numéro 4, La langue molle. The Prestige. Ah, mais oui, j'avais oublié qu'elle était dedans. Mhm. Mais oui. On allait dire faire changement, elle joue une fille qui te séduit par un regard et un sourire. Ouais. Et c'est ça qu'elle avait. Prestige, film de Nolan. Ouais. Ah, c'était bon. Numéro 3, Match Point. Je C'est un sais film- c'est quoi, mais je l'ai jamais vu. Film de Woody Allen aussi, que je n'ai pas vu malheureusement. Je pense que c'est un film sur le tennis. Oui. Mhm. Sûrement, oui. Numéro 2, Under the Skin. C'est le film que tu parlais. C'est Ah, c'est le film en extraterrestre, là, Oui, où est-ce qu'elle a l'air d'avoir comme... La pochette est weird. pas vu aussi. Apparemment, la performance est incroyable. Je sais, à chaque fois C'est un qu'on arrive super bon pour le film. louer, on regarde la pochette pendant 3 heures, puis on est comme... On file-tu pour ça? Oui, ça a l'air un peu weird. Je sais pas si c'est un film qui est disponible sur Netflix. Oui, ben en tout cas, il l'était. Oui, c'est l'est. Et oui, effectivement, Under the Skin est là, numéro 2. Fait que je pense que je devrais aller le voir. Ouais. Numéro 1, t'as toujours aucune idée. Non, Ben là, voyons donc. ça va me venir, tu vas le faire, tu vas le dire, je vais faire « Ouais, c'est vrai! Un film de Coppola. Sofia Coppola. » Ouais. Avec Bill Murray. Ben voyons donc!
Mais non, mais c'est pas elle C'est qui même joue un des meilleurs là-dedans. films de Bill Murray, point Mais final. je sais, mais c'est pas elle qui joue là-dedans. Ben Pour vrai? oui. J'arrive pas à me souvenir de bord. Je vais... ça marche pas, mon affaire, là. Voyons. My God. Pas le Lost droit in de dire. Translation. Oh, mon Dieu, et que je pensais pas à ça. Oui. Oh! Ben oui. Quel film incroyable. La fin, Hey, ça m'était jamais venu en tête, pour vrai, là. J'aurais cherché des heures. film de 2003. Ouais, non, mais je l'ai vu comme je l'avais vraiment pas longtemps, en plus. OK. J'avais pas vu ça avant. Ben, c'était le top 10 des meilleurs Hey! films de Scarlett Johansson. C'était assez amusant. Wow! Under the Skin, c'est ça qu'on retient. Il faut écouter Ouais, ça. c'est le film à voir. Puis Matchpoint aussi, j'aimerais ça aller voir. Ouais. Puis Ghost World, j'irai le revoir. Mais ça, je sais pas c'est quoi. Mon Dieu, excusez, j'arrête pas de manger le même bonbon depuis tantôt. Pas grave. Puis il goûte le parfum. Il est vraiment pas bon. Puis à chaque fois, je le. Pourquoi je. Ouais, mais c'est parce que tu le savais peut-être pas, mais j'ai trempé tous les bonbons dans le parfum auparavant. Donc, c'est pour ça que. on est comme ça. Mais il était tout très bon, sauf celui-là. Voilà. Exactement. Fait que, Bref, ben, on est rendu où, là? je goûte l'aftershave. Versus. Versus. Fait Bon, que ceux qui ont. on passe d'un site web à un autre. Exactement. On s'en va maintenant sur flickchart.com. FLICKCHART.com. C'est quoi ça, Flickchart? Là? Flickchart, c'est. Voyons. My God! Hey, j'ai de la misère. Flickchart, c'est un site où est-ce qu'on vous propose 2 choix de films et vous devez voter celui ou le film que vous iriez voir, aimer plus. Ouais. Ce qui est le fun, c'est qu'on compare vraiment 2 films de 2 univers complètement différents. Ouais. Donc, on peut vraiment comparer Le Masque à Jurassic Park. Ouais. Ou... Non, c'est vrai, Vous allez c'est voir. les deux genres de films. Ça peut être une comédie contre un suspense. Puis là, il faut que tu penses c'est quel film le meilleur entre les deux. Ouais. Puis là, ça peut vraiment te fucker la tête parce que c'est vraiment... des fois, ça te démange, ça te dérange. Là, Absolument. Ben, j'en ai un très bon pour commencer, justement, sur Flickchart. Vas-y. Un film contre l'autre. Alors, tu dois choisir entre les deux. OK, Sing. Signe. Sing de M. Night Shyamalan avec Mel Gibson. Tu ne l'as jamais vu. T'as jamais vu Sing? Oh, Sign! Signs, oui, Signs, Ok, Sings, pardon. Oui, Signs avec... où est-ce qu'il y a J'étais des... comme, un film sur les signes. Non. Sign. Signs. Oui. Donc, le trailer. T'as Un des raison seuls qu'en bons français, films c'est de... Signe, excuse-moi. Un des seuls bons films de M. Night Shyamalan. C'était bon, ce film-là. Contre... Ah, moi, je l'aime. En tout cas. Moi, je l'aime. Contre Napoléon Dynamite. Oh mon Dieu, OK, mais là, ça va être Sign. Pour moi, je cherche pas ces scènes, mais Napoleon Dynamite a diverti mes soirées cégepiennes, disons. OK, Napoleon Dynamite, j'étais allé le voir, moi, au cinéma, OK, au Forum, quand j'étais plus... C'est sorti en 2004, ce film-là, quand même. Et je me rappelle avoir été dans cette salle-là, et c'est un des seuls films où... Ça a dû être des frettes, là, dans la salle. Non, le monde riait. Le monde comprenait l'humour. OK. Qu'est-ce que c'est un humour très, très... je sais pas comment on peut expliquer cet humour-là, mais c'était tellement sans... Mais c'est au-delà du pain sans rire. Là, ce qui était drôle, c'était dans les situations mêmes, tu sais. Oui, c'est ça. Voir un peu ce gars-là pogné qui vit à travers son univers, c'est tellement bon. C'était quoi sa petite toune là, de Butterfly? La scène dans la classe. La scène dans la classe. Oh my God. Hey, je l'ai su tellement longtemps, cette petite chorégraphie-là. C'était un très très beau film pour ça. Ouais, Ah oui, non, tout à fait. J'ai bien aimé, mais je peux pas dire comme... Fait que toi, Sign... Je peux pas crier au génie. Non. Ben, moi, je peux le crier au génie. Je pense que c'était un film tellement brillant parce que c'était tellement un film qui était sorti des broussailles. Ah oui, non, tout à fait. Dans le temps, ça... On passe quand même comme 14 minutes sur un lama, là. c'est drôle. Ouais. Eat the food! Eat the food! Oh my God. C'était très très bon. Bon, Le Mexicain fâché, c'est tout le temps drôle. Moi, c'est quand il lance un steak. J'ai des propos vraiment dégueulasses aujourd'hui. Excusez. Moi, c'est quand il lance le steak, quand ils sont en train de prendre un vélo, puis t'as le Uncle Rico qui lance le steak dans la face du gars. C'est la chose la plus drôle de la Terre. Bon. Alors... Mais je vais y aller pour l'aluminium sur ma tête. Oui. Scène. OK. Donc, prochain film. Liar, Liar, avec Jim Carrey, contre Dr. Seuss et Le Grinch. Version de Jim Carrey aussi. Donc, 2 films de Jim Carrey. Quel est le meilleur film entre les deux? Moi, c'est pas compliqué. OK, ben vas-y, ça me laisse le temps de penser. OK, moi, je vais prendre Liar, Liar. OK. Parce que ça doit être un excellent film de Ron Howard. C'est un beau film de Noël. Puis, ça a été une transformation totale avec ce que Jim Carrey était. Là. Ils ont réussi à le métamorphoser en quelque chose de totalement autre. Je pense que Liar, Liar reste une meilleure comédie en soi. Juste une comédie plus simple.
OK, Mais, sur le côté de l'institution de la comédie, c'est évidemment Liar. Pour le côté, par contre... côté production, c'est tellement... The Grinch c'était féerique. Tu t'es vraiment fait transposer dans un univers complètement différent. On a transposé l'univers de Dr. Seuss en vrai, qui habituellement c'est plus des cartoons ou des films d'animation 3D. Là, ça a été sorti comme en vrai, puis ça a vraiment été bien, été bien sorti. Mon Dieu, oui. Puis c'est un des rares où est-ce que Dakota Fanning joue pas dedans. C'est vrai? Elle joue souvent dans les films de Dr. Seuss. Je pense qu'elle en a fait 2, 3. Ouais, c'est pas elle qui joue, c'est une autre petite fille, je pense. Elle y ressemble, mais c'est pas elle. C'est vrai, elle ressemble, mais c'est pas elle. OK. Fait que, OK, t'as le droit. Ouais, donc. Mais pour le Grinch contre Liar. Non, Liar. Oui, pour le classic of it. Ouais, absolument. Ah, OK. Un autre. OK. On va continuer avec OK, National Treasure avec Nicolas Cage contre Alien 3. Le 3? Le 3, ouais. Je sais pas, je dis National Treasure, il gagne une catégorie. National Treasure, ouais. Il était à chier, Alien 3. Ouais, mais National Treasure. C'est le film de Jean-Pierre Jeunet, si je me rappelle bien. C'est Alien 3, c'est-tu Alien Résurrection? Parce que c'est Jean-Pierre Jeunet, Jean-Pierre Jeunet qui avait fait Émilie Poulain avait fait ça. Ouais, fait que National Treasure gagne par défaut. Oh mon Dieu, j'ai gagné une catégorie. OK, c'est bon, un autre film de M. Night Shyamalan, Le Village. Ah, ça, c'est mon film de M. Night Shyamalan. Ah ouais? J'ai trippé ma vie. Le film ultime de M. Night Shyamalan, c'est Le Sixième Sens. OK, oui, excuse. Mais je l'ai vu trop tard, je l'ai pas vu, j'étais trop jeune quand c'est sorti. Fait que j'ai connu M. Night Shyamalan. Shyamalan avec Le Village. M. Night Shyamalan avec Le Village. OK. Et je suis sortie de là. Je pense que c'est ce film-là qui m'a donné le goût de travailler dans le domaine. Là. Je suis sortie de là. J'étais avec ma mère, ma soeur, il y a personne qui comprenait. Là, puis moi, j'étais comme... Oh! Ça change ma vie, je veux dire. La direction artistique là-dessus, là, moi, là, j'ai... OK. Donc, Le Village, moi, j'avais trouvé comme moyen, mais c'est mon choix. Contre Live Free or Die Hard. C'est pas le dernier Die Hard qui est sorti, c'est celui juste un peu avant, avec Marie-Elisabeth Winstead. OK, tu l'as pas vu. On va mettre Le Village contre Aladdin, 1992. Ah, ça, c'est chiant. Mais oui. Aladdin. Non, mais moi, je serais pas... Je te dis, M. Night Shyamalan a vraiment changé ma vie, mais... À cause du Village? Je pense que j'ai découvert c'était quoi une... Ça veut dire, mon père écoutait beaucoup de films d'action quand j'étais plus jeune, c'était pas... OK. Ou sinon, c'était des films complètement étrangers, australiens, ou de quoi de sous-titré en suédois, coréen. Je pense pas que j'avais vu une espèce de transition. C'était quoi un film à grand déploiement, mais avec vraiment des niveaux de conscience dans le film, puis des niveaux de direction artistique, justement. Ouais. Un bel éclairage, qu'est-ce que ça peut changer sur un film. Ouais. Dans ce film-là, mon Dieu, il est génial. Je pense Aladdin. Mais j'ai tellement trippé sur Aladdin aussi. Ouais. Je l'écoute encore. Mais oui. Fait que... Pour mon amour de Raja, je vais dire Aladdin. C'est pour Robin Williams. Mais je pense qu'on a compris que j'ai un petit attachement à M. Night Shyamalan. Qu'est-ce que je pourrais dire son nom? M. Night Shyamalan, il y en a bizarre. M. Night Shyamalan. Voilà. C'est intéressant. Star Wars, le premier. OK. On va battre tout Star Wars. Clair. Star Wars contre Kill Bill Volume 1. Star Wars. Même si Kill Bill Volume 1 est excellent. Là. Je peux pas croire que National Treasure a gagné une catégorie et Kill Bill n'a pas gagné. Quand tu y penses, c'est niaiseux la vie. Je pense qu'on a vraiment tué une... On a tué une fille quelque part dans le monde. On a tué une fille. Je pense que notre show, ça s'appelle 2 poids 2 mesures. Parce que tu te ramasses avec National Treasure qui gagne puis Kill Bill Volume 1 qui perd. C'est ça qui est le fun de ce film-là, c'est qu'on est toujours tourmenté autour de nos choix. Bad Boys 2 contre The Shining. Oh, s'il vous plaît, here's Johnny! Here's Johnny! OK. Kill Bill, c'est le premier film que quand je voulais déjà être maquilleuse dans le temps, mais j'ai dit à mon papa, moi, je veux être capable de faire le faux sang comme dans ce film-là. Ah ouais. Il est vraiment cool. Cool. American Psycho, le film de 2000. C'est sûrement ça qui gagne. Contre Snow White, le film de 1937, le cartoon de Disney. Moi, ça va être American Psycho. J'ai pas été une fan de Blanche-Neige. Du tout. Mais c'est Disney, Je comprends, mais non. C'est un plus grand classique que American Psycho, me semble. Je comprends, mais non. OK, bon, ben c'est mais bon. Toi, c'est Snow White. Ça va être, regarde, agree to disagree. Moi, je vais prendre Snow White. Parfait. Agree to disagree. OK, Con Air, le film avec Nicolas Cage, contre The Breakfast Club. Don't you forget about me. Avec Emilio Estevez. Je pense, moi, mon petit cœur de fille, ça va être Breakfast Club. Non, je vais prendre un Breakfast Club aussi. C'est un meilleur film. Film de John Hughes.
Return of the Jedi contre Jurassic Park 3. Return of the Jedi. Star Wars va gagner toutes les catégories en passant. C'est pas mal sûr. Hayden Christensen. C'est quoi? C'est vraiment intéressant. Le premier de Mummy. OK. Qui était bon. Avec Brendan Fraser. Mais contre What Women Want. Oh! Avec Mel Gibson puis Ellen Hunt. Ça, c'est chiant! Puis c'est vraiment un bon... C'est vraiment le 2 que maintenant, je fais « Oh! C'est vrai, faut que je m'en retape! C'est vrai, faut que je m'en retape! » Merde! C'est un film de Nancy Meyers. J'aime les films de Nancy Meyers, même si c'est des films de filles, là, on s'entend, mais c'est pas des films de filles, mais c'est des films... bon, où est-ce que le... C'est un film dont le target audience, c'est des femmes. Oui. OK? De toute façon, on a fait une niaiserie dans cet épisode-là. C'est pas grave, je pense pas que c'est celui-là qu'on va dire. Ouais, je veux pas comment dire. J'appelle au sexisme. Non, What Women Want, c'est le fun que j'ai aimé. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est que ça m'a appris à séduire un peu. Oh mon Dieu. Parce que Mel Gibson, c'est comme un macho des bonnes classique. nylons, puis... Non, mais je chante du I'm Sinatra. a bitch. Ah oui, exactement. Mais en fait, dans What Women... Oui, c'est là où est-ce que j'ai commencé à mettre justement du rouge à lèvres et des bonnes nylons. C'est comme dans ça ton bain. J'ai appris ma féminité comme ça. Clairement. Absolument. Puis dans la momie, on a appris à bien porter le chapeau. Qui porte bien le chapeau. Mais Mommy 1, il était très bon. Moi, j'ai adoré. Je suis une fan des momies. Qu'est-ce qu'on choisit là-dessus? Là? C'est le dernier parce qu'après ça, on va y aller avec nos sorties. C'est vraiment difficile. Je suis incapable. Je vais y aller avec la momie. Ouais. Aussi, je vais aller avec Mommy. Ouais. Pour les effets spéciaux, c'était nouveau. C'était pas. Si on développé quelque chose de différent là-dessus. Je sais quoi, ce serait vraiment intéressant qu'on fasse un combat What Women Want contre The Mummy, genre qu'on l'écoute back à back. Maintenant, voir quel film a le mieux vieilli. Ouais. Parce que Mummy, je sais pas, j'ai l'impression que ça se pourrait qu'il vieillisse mal. Mais What Women Want, j'ai peur aussi qu'il vieillisse mal. Je sais pas. Parce qu'il y a vraiment un moment down dans What Women Want que j'ai détesté, où est-ce qu'il pleuvait. Puis la fin, là. C'est juste un peu avant la fin où est-ce qu'il est comme il dépresse, mais comparativement au reste du film qui est comme plus up la vie, il est comme vraiment drastiquement en poche. C'est l'histoire où est-ce qu'il est avec la secrétaire qui est comme sur le bord de se suicider, mais tu sais pas si elle va se suicider. Puis genre ce moment-là est juste vraiment drape avec le reste du film. Dans The Mummy, tu sais, ça reste soutenu tout le long. Puis tu te dis, Colin, ça pourrait devenir quasiment un Indiana Jones cette affaire-là. Mais je me souviens dans La Momie, il y a un moment, je pense que c'est tout en canon, le roi dans le 1 qui revient. Oui. Quand il revient à la vie, le CGI qui a été fait de transformation de momie à humain, là, le maquillage qu'ils ont dû faire, ça a dû être complètement fou, mais c'était vraiment un beau travail d'équipe, CGI, make-up. Sur ça, puis il m'a marqué ce petit moment-là. Est-ce que tu penses que le CGI a bien vieilli? Non, sûrement pas, mais autant qu'on. Tu sais, je réécoute Buffy encore. Puis parce que toute la scène. C'est drôle, là, on voit des marcations de la prothèse. Là. Parce que toute la scène où est-ce que le sable devient une espèce de monstre, ça je sais pas si ça a bien vieilli, cette affaire-là. Ça, ou les scarabées, là, qui veut comme avaler l'avion. Oui, les scarabées qui montent sur la personne, ouais. En tout cas, faudrait voir ces deux films-là. Ben oui, OK, je les ai notés. On se fait ça, puis à la prochaine émission, on vous le dira. Le combat What Women Want contre The Mummy. The Mummy. Flickchart.com, c'était le site où est-ce qu'on allait chercher nos films en combat, comme ça. J'aime ça. J'adore ça. Le nombre de balconneries qu'on a faites avec juste un ordi, un verre de vin, puis... Juste les combats où est-ce qu'on s'arrachait la tête. Mais non, ça fait meilleur que l'autre. Juste vous le dire, le masque, il gagne bien des catégories là-dedans. Toi, le masque, il gagne. Pas moi. Moi, je trouve qu'il a juste fucking mal vieilli, mais bon. Regarde, c'est correct. Je veux être Cameron Diaz. Ouais, Cameron Diaz est hot là-dedans, ça va pas dans ça. Sacré. C'est un maudit robe noire à la fin, on la veut. C'est comme un de ses premiers films en plus, Cameron Diaz. Ouais, ben, on en a fait avant plus jeune, mais je pense que c'est un des ceux qu'on l'a remarqué dedans, là. Sorti, Laurie? Oui! Qu'est-ce qui va se passer sur Netflix au mois de juin là, pour tous les gens qui nous écoutent, qui ont Netflix Canada? Absolument rien. Bonne soirée! Bonne soirée! C'était notre show! J'ai pas 40 000 à faire. Par contre, on a... je vais une brise. OK. Une belle sortie des films d'Oscar en nomination qu'il y avait cette année. Fait que là, on a Whiplash, Foxcatcher qui est là. Ils vont apparaître ou sont apparus selon le temps que l'épisode va sortir. Oui. Il y a Django Unchained, évidemment, à voir. De Tarantino. Gone Girl, à voir. Ça n'a pas été nominé aux Oscars, mais ça a sa place. Pour meilleur film aussi. Il a été nominé. Il était en nomination. Non, il n'était pas en nomination pour meilleur film. OK. Il était en nomination pour. C'était pas scénario? Je vais aller vérifier. Tu peux... OK, je continue pendant ce temps-là. Avoir un film de série B, Seven Psychopaths, qui est sur Netflix. C'est bon, oui.
Oui, c'est... Du réalisateur de In Bruges. Exact. Avec Colin Farrell. J'ai vraiment pas aimé In Bruges. C'était tellement bon. Ah, je sais, je suis sûrement la seule au C'est monde pas qui a grave, aimé c'est pas ça. Ça a scrappé une de mes dates dans le temps. Mais... Ce qui est bon de Seven Psychopaths, si je ne m'abuse, c'est que ça ressemble beaucoup à un film de Guy Ritchie de gangster. oui. Si vous aimez les films comme Snatch, vous allez aimer Seven Psychopaths. Oui, non, j'ai vraiment aimé. Il y a une brochette d'acteurs là-dedans. C'est vraiment génial. Et je vais vraiment vous laisser le plaisir d'aller voir ça sur votre petit Netflix. En passant, pour ce qui est de Gone Girl, pour juste revenir là-dessus, t'as une seule nomination. Puis tout à l'heure, je pense qu'on avait dit qu'il était pas là, mais effectivement, elle est la meilleure performance Actrice pour de une soutien? actrice. Non, pour un rôle principal. Ah! Pour C'est pour ça qu'on l'a pas trouvé. Rosamund Pike, qui joue la femme dans Gone Girl. Ben, elle méritait sa nomination, là. Oui, elle le méritait absolument. Oui. All the Absolument. way. Mais Gone Girl, je l'aurais plus mis, par exemple, en nomination aux Oscars que ben des films pour meilleur film. Ah oui, non, je suis d'accord. Moi, meilleur il n'a pas eu sa place cette année, là. Le film de guerre avec Bradley Cooper, American Sniper. Tu vois ça, je l'aurais bumpé puis j'aurais mis Gone Girl. C'est mon choix personnel. Regarde, Je suis entièrement d'accord. J'allais dire comme ce que je vois. Non, je ne serai pas personne. Je suis bien d'accord. Absolument, j'enlève ça puis je mets Gone Girl. Gone Girl, là, je vous dis, je suis sortie de Allez là, puis j'ai fait Oh my God! OK, c'est vraiment bon. Je comprends Ben Affleck en Batman depuis Gone Girl, là, je veux dire. Ah ouais? Ah ouais, moi, je suis sortie de là, puis j'ai fait. Batman? Je veux dire, Batman. c'est comme à cause de ce rôle-là, tu penses qu'il va faire un bon Bruce Wayne. Oui. Je dis pas que ce rôle-là est le Bruce Wayne qui va faire. Non, pas du tout. Mais j'ai compris qu'il pouvait faire autre chose. Okay. J'ai vu un autre côté de lui, puis j'ai de l'espoir en cet acteur-là. OK. Il me fait oublier Jersey Girl. On salue Kevin Smith qui nous écoute. Oui. Donc, j'ai mis ça. Il y a, ça c'est pour le petit plaisir de les dames, les Backstreet Boys, le 16 juin, un documentaire sur la carrière des Backstreet Boys. Alors, on voit vraiment l'intégrale de cet effet Bad Boys-là. Dans cette bande-annonce-là, je pense aussi qu'il montre les moments où est-ce que apparemment le groupe s'est fait flouer. Ouais. Parce que apparemment le groupe s'est fait flouer. Je le savais même pas, mais ils se sont fait avoir par des gérants. Par des gérants. Oui, non, ils se sont battus une couple de fois pour leur les carrière, ont pour leur droit, eux autres. Là. Ouais. Mais, donc ça, ceux qui ont été au cinéma récemment, qui avaient The Second Exotic Marigold Hotel, The Second Best Exotic Marigold Hotel. Oui, la suite de films pour les personnes âgées, oui. Bien, pour continuer mon accent vraiment pas anglophone, alors nous avons The Best Exotic Marigold Hotel qui est sur Netflix en ce moment. Donc, vous avez le 1, puis le 2 s'en vient prochainement à la fin août. Donc, si vous voulez... Avec Dev Patel. Avec Dev Patel. Vous avez la série Scrubs. Oui. Si vous connaissez pas, c'est un bijou. C'est une série complètement loufoque. Là. C'est à la Big Bang Theory, c'est à la Community. Ben, c'est plus absurde que... Parce que Big Bang Theory, c'est une comédie de situation bien normale avec des blagues, tandis que Scrubs, c'est absurde. C'est comme imaginez les films comme Airplane, puis L'agent fait la farce, mais fait dans un hôpital avec des médecins. Parce que c'est beaucoup des situations, c'est de l'humour je dirais à la How I Met Your Mother, mélangé avec un peu de Community. Maintenant. Ouais, c'est ça. Un peu. Oui, un effectivement. petit peu. Mais c'est tout avant, c'est bien avant ça. Scrubs, il y a eu Friends, puis il y a eu Scrubs. Tu penses? Non, en ordre. Non, mais genre, tu penses que Friends, que Scrubs est... Friends a commencé en 90. Il y a eu Scrubs après. Ouais. How I Met Your Mother après. Tout ça est arrivé après Scrubs. Scrubs s'est installé. Scrubs, il y a eu 10 saisons. Oui, non, c'était... aussi huge que Friends. Ça n'a pas eu la visibilité et le wouhou que Friends. Mais ça a été quand même 10 saisons. Fait que ça fait, effectivement, c'est une grosse série. Eagle! C'est sorti Allez sur le voir, Netflix. je vous le dis, c'est 10 saisons. Les 2 dernières, vous pouvez les flusher, oubliez-les, ça va rien. Mais sinon, les 8 premières, c'est pas les mêmes personnages qui reviennent. Là. C'est un peu weird. Là. Puis dans tous les films et les séries que tu as ici, c'est lequel que tu recommandes le plus de voir pour le mois de juin? En ce moment, pour le mois de juin, je vais y aller avec Foxcatcher, Whiplash, Gone Girl. Ouais, je pense que c'est les 3 films à Et voir. sur les séries, lâchez toutes, là, Scrubs, Sense8, on s'en fout, Orange is the New Black, le 12 juin. Et voilà! Ça en vient. Tu l'as dit, enfin, ça va sortir. Yeah. J'ai tellement hâte, hâte. Ça va être Je capote ma vie. Puis il y a Sense8, une petite série, une grosse série, en fait, à déploiement science-fiction. Ça a l'air qu'il y a de tout dedans, de Matrix, Babylon 5. Les frères Wachowski qui ont travaillé là-dessus. Écoute, je l'ai pas commencé. C'est dans notre to-do list. On termine Prison Break avant. OK. C'est cool. Moi, je vous fais un petit top 3 des films à voir au cinéma, en soi, pas sur Netflix. Donc, au niveau moins populaire, indépendant, il y a le documentaire qui s'appelle Bad Kid, The Wish Head Around, qui est un documentaire sur le petit gars qui était le Bad Kid, qui a eu une espèce de succès bœuf l'année dernière en termes de popularité sur Internet. Et le film Dope, qui va sortir le 19 juin, qui raconte l'histoire d'un adolescent noir, je pense que c'est dans les années 80,
qui essaie de vivre sa jeunesse, mais qui, dans le fond, il se ramasse avec il est pris entre des gangs, puis il est très intelligent aussi, il est brillant. Et c'est une comédie indépendante, mais qui a l'air vraiment brillante à avoir. Dope. Ça, c'est dans les films indépendants. Pour les films plus populaires, qu'est-ce qui va sortir? Ben, t'as 3 gros films qui sortent en juin. T'as Jurassic World qui va sortir le 12 juin. C'est probablement le film que je vous conseille le plus d'aller voir, donc c'est mon numéro 1. Allez voir. Ensuite, de très proche, il y a Inside Out qui va sortir le 19 juin, qui est le film de Pixar avec les 5 petits personnages qui jouent dans la tête des gens. Et puis numéro 3. J'ai tellement hâte. Il n'y a pas de gros films qui sont sortis, à part Ted 2. Ça, c'est vraiment ça, c'est si vous voulez le voir. Si vous avez adoré Ted 1, ben la suite sort le 26 juin. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté comme film. Le petit Nounours avec Mark Wahlberg. Donc, voilà, les grosses sorties de juin. Il n'y en a pas beaucoup, parce que je pense que les gens... Qu'est-ce qui se passe quand tu as un gros film qui sort? Comme exemple, mettons, en décembre prochain, tous les films vont se tasser, comme de 4 semaines, parce qu'ils veulent laisser la place à Star Wars. Ils savent que les salles vont être remplies pour Star Wars uniquement, fait qu'ils prennent de l'espace. C'est un peu la même raison pourquoi Superman versus Batman, Batman versus Superman, ouais. va sortir l'année prochaine, parce qu'il était supposé sortir cette année, je pense à 1 semaine ou à 2 semaines de des Avengers 2. Puis on dit, regarde, on va laisser faire, on va reporter ça le film d'1 an. Parce que je regarde les sorties du mois de juillet, puis à part que j'ai beaucoup de ah, ouais, il n'y a pas tant de. Ant-Man qui va sortir? Non, c'est en août, ça? Non. Ouais, Ant-Man va sortir en juillet. Non, je l'ai en juillet. C'est donc voilà, c'était les sorties pour les prochaines semaines au niveau de ça. Laurie, on y va avec les quotes, avec les citations. Je vais terminer l'émission en disant Conceal, don't feel, don't let them know. Alors, essayez de trouver ça à la maison. Ça vient de quel film? Je vais y aller avec le mien, une citation un petit peu plus longue, mais je l'aime tout autant. C'est surtout d'un film que j'adore, que vous devez aller voir. Absolument. Il y a quelqu'un qui dit dans ce film-là, Empire had a better ending. I mean, Luke get his hands cut out, finds out Vader's his father, Han gets frozen and taken away by Boba Fett. It ends on such down note. I mean, that's what life is. It's a series of down endings. All Jedi had was a bunch of Muppets. Alors, je vous laisse trouver. On a bien hâte d'aller le voir. C'est quelqu'un qui parle de Star Wars dans un autre film. Dans un autre film. Dans un film en noir et blanc. En tout cas, je I don't know, Charles. Est-ce que tu veux nous plugger le Twitter de Fixation? Oui, absolument. En fait, c'est ce qui termine notre show. Mais juste avant, on va se plugger un petit peu. On va plugger nos Twitter. Oui. Donc, pour ceux qui veulent nous suivre sur Twitter, on est sur le Flixation LC. Non, pour Laurie et Chuck. Vous pouvez me rejoindre personnellement sur Twitter, Chuck TL en un mot, dans le fond. Et aussi, je suis. C'est ça, Chuck TL en un mot. Et je suis sur Facebook. Essayez de me trouver. Laurie? Oui, moi sur Twitter, même chose. Frigon Laurie sur Twitter et sur Facebook, Laurie Frigon, maquillage artistique. Allez rejoindre, allez voir ses travaux. Allez voir ma page. Absolument. En même temps, on peut parler d'autres shows qu'on a fait. Laurie récemment a participé au podcast Le Petit Bonheur, qui est un podcast de niaiserie où est-ce qu'on s'amuse à tous les jours à faire. C'est le fun. C'est le fun. On dit des affaires. On aime ces podcasts-là. Donc, Le Petit Bonheur. Et puis, moi, Chuck, personnellement, je suis aussi sur un autre show qui s'appelle Robot Sucré, le podcast. Si vous voulez entendre des petites des informations geeks animées par une geek en herbe quasi, qui se nomme, elle est géniale, et elle a un show qui s'appelle Robot Sucré. Donc voilà, c'est ce qui termine notre show de Fixation pour le mois de juin. Je vous remercie énormément. On va se rejoindre au début du mois de juillet. Là, je vous promets qu'on va essayer de faire ça. Oui, non, on va être à jour. Quand le début du mois de juillet va sortir, le show va sortir. Le show va sortir. Exactement. C'est des erreurs de débutant. On est tellement rookie là-dedans. I know. Mais, OK, Laurie. Bye! Bye!